Buonasera a tutti, ringrazia BDC Kunoi, Nanta France 3 Corse Viasté. Là, vous êtes ici, et nous sommes ici chez vous, en fait, sur le domaine public maritime, le fameux DPM. Son accès doit être libre et gratuit pour tous. Il est limité par la plus haute mer. Il existe toutefois des possibilités pour l'exploiter, même si beaucoup de professionnels ont reçu cette année une lettre indiquant que ce serait la dernière saison pour laquelle ils y seraient autorisés. En cause, l'application de textes quelquefois anciens par l'État, on va en parler, un revirement clair dans la politique nationale menée après des années de la Chagor, ce sera aussi au débat. On en parlera avec nos invités ici à Cargèse, sur la plage de Pire, où nous sommes installés, un peu plus de 800 mètres de littoral, où 3 paillotes en partie ou totalement concernées par ce DPM gérés par l'État se sont installés. Il délivre l'État ses fameuses AOT, les autorisations d'occupation temporaire pour les paillotes, transat, clubs nautiques ou toute autre installation légère. Les lois et règlements sont précis, assez restrictifs quelquefois pour protéger ces espaces. Loi littorale, décret plage, PADUC voté par l'Assemblée de Corse. Alors tout cela crée-t-il un carcan trop lourd ou est-il nécessaire pour protéger ces espaces? On va en parler avec nos invités. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir fait le déplacement ici à Cargèse. Alors André Doriano, buonasera. Merci d'être avec vous. Donc vous êtes membre de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de Haute-Corse, président de la commission littorale, et vous exploitez une paillote, un restaurant de plage, vous préférez dire, on en parlera également, sur la Marinée, la Lille Rousse. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Michel Girasca, buonasera. Vous êtes le porte-parole du Uguletti ou du Provisional et du Littoral et dans l'extrême sud. Alors, vous êtes aussi membre de l'Assemblée de Corse dans le groupe Corsica Libre, le groupe de la majorité. Donc, certains ont pointé du doigt cet état de fait, notamment dans les réseaux sociaux. Vous leur avez répondu. Ça pose pas de problème pour vous, en tout cas, cette double casquette? Non, pas du tout. Je pense que aujourd'hui, la Corse a besoin non pas de professionnels de la politique, mais plutôt de politiques qui sont des professionnels. Moi, j'exploite une affaire familiale avec mon père depuis de nombreuses années et ça n'entache en rien mes convictions politiques et mon engagement politique. Merci en tout cas d'être ici. Jean-Charles Orsucci, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Bonifacio, 70 km de littoral. Vous êtes aussi le président de Andapedouman et le groupe La République En Marche à l'Assemblée de Corse. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Enfin, Lionel Martini, bonsoir. Vous êtes conseiller exécutif, président de l'ODARC, l'Office agricole. Alors, ça peut paraître étonnant, le président de l'ODARC, pour parler des paillotes. On pensait plutôt à Nanette Maupertuis ou à Jean Biancucci qui assure les questions d'urbanisme. Alors, pourquoi vous? Première question. Parce qu'il faut être très polyvalent dans notre majorité. Je le suis, donc ce qui me permet d'être là, évidemment, pour remplacer mes collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Et d'un autre côté, l'ODARC, c'est aussi le rural, c'est aussi le littoral quelque part et tous les terrains agricoles qui sont recollés. Vous êtes aussi maire de Belgodère avec une façade littorale et président de l'intercommunalité de l'île Rousse. Merci aussi d'être avec nous. Alors, une précision avant de débuter cette émission. Les associations de défense de l'environnement qui dénoncent fréquemment des abus en termes d'accès aux plages et qui vont même au tribunal obtenant dernièrement encore des démolitions de paillotes ont été invitées. Elles n'ont pas souhaité participer, évoquant pour certaines des menaces, des risques liés aux pressions importantes sur ce dossier sensible du littoral. Autre absence regrettable à plus d'un titre, c'est celle de l'État. Cette chaise vide à mes côtés ici a été proposée à la préfète de Corse ou à ses services. Elle restera vide ce soir. C'est bien dommage pour vous qui nous regardez, qui étiez en droit d'attendre des réponses sur la politique que l'État entend mener en Corse pour mettre fin à ce qu'on peut qualifier de désordre après 30 ans de la Chagor. Je le disais tout à l'heure. Je rappelle qu'il a toutes les compétences pour délivrer les fameuses AOT, veiller au respect des lois en la matière, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est sans l'État, donc, qui nous a tout juste précisé que le débat était prématuré, comprenne qui pourra, pour expliquer cette absence, que se déroulera ce débat. Nos plateaux restent, bien sûr, comme toujours sur cette chaîne du service public, ouverts à ces services. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer véritablement à rentrer dans les détails. Messieurs, Lionel Martini, une première réaction peut-être sur l'absence des services de l'État. Pas de commentaire particulier. Il appartient au service de l'État de définir là où ils doivent être représentés ou pas. Et évidemment, pour la majorité, il n'est pas très logique aujourd'hui que l'État joue la politique de la chaise vide. Mais évidemment, c'est qu'ils ont considéré qu'aujourd'hui, ils ne devaient peut-être pas être là pour être plus présents la prochaine fois. Jean-Charles Orsucci, il y a une politique très claire au niveau national. On a vu des démolitions arriver. L'absence de l'État sur ce plateau, comment vous la lisez ?
Écoutez, moi je vais la regretter parce que si j'entends l'argument qui a été avancé, celui de dire que c'est prématuré, j'ai envie de vous dire, nous, notre groupe a déposé une motion il y a de ça déjà un certain temps parce qu'il voyait arriver les difficultés à grands pas. J'avais même regretté d'ailleurs que la majorité territoriale n'ait pas accepté de la faire passer en priorité. Elle a évolué sur le sujet, on a appréhendé ça ensemble un peu plus tard et je m'en suis félicité. Moi je crois que l'État aujourd'hui doit être présent et plus que présent puisque c'est à lui ensuite de faire régler les problèmes. Vous l'avez un peu entre guillemets, et je pense à juste titre, accusé de certains laxismes depuis 30 ans. Il semblerait qu'il soit dans l'état d'esprit de faire appliquer la règle. On ne peut que s'en féliciter. Moi, j'ai lu aussi avec attention, je me permets de le dire, dans la presse locale, les déclarations de la préfète. Elle a dit très clairement qu'elle souhaitait que l'on trouve ensemble des solutions de façon apaisée. Et c'est ça que je vais retenir, cette volonté de réussir ensemble à trouver des solutions. Et je fais le parallèle avec les associations pour l'environnement en vous disant que, justement, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de menace sur qui que ce soit, que ce débat-là, on doit l'appréhender comme toutes les difficultés de la Corse de façon très sereine pour trouver des solutions et non pas monter les uns contre les autres, mais trouver des solutions tous ensemble. Messieurs, je me tourne vers vous également pour une réaction sur l'absence des associations qui sont souvent face à vous dans des conflits, notamment lors de la création de ce collectif. On a vu qu'à regarder ça avec attention, Michel Girasc. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, il est regrettable dans un débat qu'il n'y ait pas les principaux acteurs qui soient présents. Parce que c'est difficile de débattre et de donner des réponses si les personnes ne sont pas présentes. Pour l'État, je suis un peu plus critique, je suis désolé. Moi, quand je vois comment ça s'est passé cet été, le refus des AOT sur le littoral, le doute et la difficulté auxquelles ont été confrontés un certain nombre de professionnels, j'ai l'impression un peu, sans mauvais jeu de mots, que l'État a mis le feu sur le sujet et qu'aujourd'hui, il ne participe pas au débat. Moi, je pense que depuis le départ, les professionnels, les pétitionnaires demandent la mise en place d'une concertation, de discussions et de travaux pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Et ça se fera avec tous les acteurs. André Doereno. Écoutez, moi, je ne connais pas les raisons de l'absence de l'État, donc je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Sur les associations ? Sur les associations de défense ? Pareil, je ne connais pas les raisons, donc je n'ai pas de commentaires à faire. Voilà, nous on est présents. Il n'y a pas de menace particulière en tout cas non, pas du tout, mais alors pas du tout. Alors voilà, avant de poursuivre notre débat, je parlais tout à l'heure des règles qui s'appliquent en Corse. Il y a le plan d'aménagement durable de la Corse, il a été voté en 2015 par l'Assemblée, vient préciser les modalités d'application de la loi littorale en vigueur depuis 1986. Désormais, on a vu des démolitions sur le continent, je le disais, très médiatique d'ailleurs, sur plusieurs plages. L'État semble avoir décidé d'appliquer à la lettre ce décret plage. Rappel du cadre législatif avec Pierre Ignanic, on se retrouve tout de suite après. 3 textes encadrent l'occupation du littoral. La loi littorale, le décret plage et le PADUC. La loi littorale interdit en dehors des espaces déjà urbanisés toute construction sur la bande des 100 mètres, sauf aménagement léger. Parmi ces aménagements, il existe des AOT, autorisations d'occupation temporaire délivrées par l'État. Sont autorisées les constructions démontables destinées à l'accueil du public. L'AOT oblige son détenteur à laisser 80% du rivage et 80% de la surface de la plage libre. Depuis 2015, le PADUC précise les choses. Il classe les plages en 4 types, naturelles, naturelles fréquentées, semi-urbaines et urbaines. Les plages naturelles en vert foncé sur la carte sont les plus nombreuses. Aucune AOT n'est possible sur ces plages. Sur les plages naturelles fréquentées, en plus des paillotes, sont autorisées les bases nautiques. Enfin, les plages semi-urbaines et urbaines autorisent la mise à disposition de matelas et parasols sans entraver la libre circulation. Les maires ont la possibilité de modifier partiellement la classification de leurs plages à travers un document d'urbanisme comme le PLU. Document d'urbanisme soumis ensuite au contrôle de légalité du préfet. Mais tout ceci pourrait bien évoluer puisque la loi littorale fait actuellement l'objet de débats. Alors on le disait, il y a un débat au niveau national, on a parlé des fameuses dents creuses, mais aussi d'autres spécificités pour modifier la loi littorale. On a beaucoup parlé lors de la création de votre collectif, Michel Girasc, de votre volonté, en tout cas qui ressortait sur certaines prises de position, de modifier cette loi littorale. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que responsable et porte-parole de ce collectif, vous souhaitez modifier cette loi littorale ? Alors, que les choses soient claires. Depuis la création du collectif, à aucun moment, un porte-parole du collectif n'a écrit ou dit qu'on voulait la modification de la loi littorale ou du PADUC.
À aucun moment, ce n'a été le cas. Il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux qui tendait à dire qu'on voulait modifier la loi littorale. Ce n'est pas du tout le cas. Pour nous, aujourd'hui... Compris de votre camp, issu de votre camp, quelquefois. C'est aujourd'hui, malheureusement, ce qui est ressorti sur les réseaux sociaux dont il faut se méfier. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a des solutions dans le PADUC et il n'est pas question pour le moment et pour l'heure de parler de modification de la loi littorale. Pour vous aussi, c'est cette position, c'est un cadre qu'il faut conserver. Pourquoi ? Tout à fait. La loi littorale s'impose à tous. Nous, on est contre la modification de la loi littorale. Alors Jean-Charles Orsucci, vous êtes peut-être un petit peu moins ferme sur ça en tant que maire. Vous avez souvent dit que ça vous étouffait un petit peu cette loi qui s'applique sur la totalité de la commune quand elle est concernée. Non, je vais être très précis. Sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité à modifier la loi littorale. Qu'on soit très clair, aujourd'hui, on peut régler le problème des occupations sur le domaine public maritime et de toutes tout ce qui s'y fait sans avoir à modifier la loi littorale. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté. Le débat, on ne va pas le faire maintenant et ce soir sur est-ce qu'il faut ou non modifier la loi littorale. Moi, vous savez, je suis un autonomiste convaincu. Depuis longtemps, je pense tout simplement que c'est ici, en Corse, en dehors du régalien, que l'on doit gérer un maximum de problèmes. D'ailleurs, à ce sujet, je reviens sur la question de l'État et sur la façon d'appréhender les choses. Il faut aussi le dire et le répéter. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas aujourd'hui un prisme corse, vraisemblablement, sur la question des établissements de bord de mer, puisque sur le continent, vous l'avez pointé, l'État a démoli des établissements. Ça veut dire que c'est une politique nationale et sur ce sujet-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas rentrer dans le cadre et accepter. Et ensuite, je voudrais dire quelque chose de très important en ce début d'émission. Moi, j'ai accepté votre invitation parce qu'effectivement, je considère que ces établissements et toutes ces activités au bord de mer sont nécessaires pour répondre tout à l'heure à la remarque et à la critique qui a été faite envers Michel Girasc, je vais entre guillemets même le défendre. Je crois que la priorité absolue des décideurs politiques que nous sommes, c'est de créer de l'emploi, c'est de permettre à notre jeunesse de pouvoir travailler sur cette île. Donc, je serai de ceux qui vont se battre pour qu'on sauve toutes ces activités aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais aussi le dire avec une très grande clarté en ce début de débat. Il y a eu des gens, et il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens aujourd'hui qui vont mettre des tables et des chaises dans l'eau. Il y a des gens aujourd'hui qui, dans ces établissements de bord de mer, ne vont pas respecter les règles en matière de santé publique et de bruit et de musique. Il y a des gens aujourd'hui qui vont construire sur le 2PM sans autorisation. Ces gens-là, nous devons aujourd'hui les empêcher de continuer à agir. Et ça aussi, il faut être très ferme. Il faut commencer par dire cela, parce que c'est aussi ça que l'opinion publique attend de nous. On va voir justement des exemples concrètement, puisqu'il y aura une série de reportages tout au long de cette émission. Lionel Mortini, sur la loi littorale, comme cadre, il faut le conserver, c'est votre message aussi ? Évidemment, c'est le message de la majorité et on est dans les fondements même de notre démarche politique avec des principes simples que sont aussi ce que nous avons défendu à travers le littoral contre la spéculation, pour la défense de l'environnement, de sa biodiversité. Donc c'est notre engagement le plus total et aujourd'hui, évidemment, la majorité soutient la loi littorale et continue, même si, effectivement, depuis qu'elle est mise en place, elle n'a pas été totalement suivie dans notre pays. Alors, le décret plage, c'est un autre aspect. Alors, il a 10 ans, mais sur le continent, vous le disiez, Jean-Charles Orsucci, les pelleteuses ont commencé à investir certains endroits pour procéder à des démolitions. En Corse, on n'en est pas encore là. En Balagne, il y a un protocole qui a été signé, notamment sur les plages de l'île Roux et de Calvi. Est-ce que ce décret plage qui vise à laisser 80% d'une plage libre est trop restrictif, selon vous ? C'était notre texte. Hein. C'est pas les 80% qui sont trop restrictifs. Pas du tout. Lorsqu'on est dans le régime de la concession, nous avons droit à 20%. Donc on ne les dépasse pas. Là où il est trop restrictif, c'est sur les ouvertures. On ne peut pas dire on va allonger les saisons et d'un autre côté dire le 15 septembre il faut fermer ou fin septembre. Non, ce n'est pas possible. Les établissements qui sont en zone urbaine doivent pouvoir faire 10 mois de saison. Pourquoi ? Parce que souvent, les hôtels qui sont juste derrière nous, qui sont derrière nos établissements, nous demandent pendant les fêtes de fin d'année, est-ce que vous êtes ouvert ? Est-ce que vous êtes ouvert ? Et on leur répond, non, on n'a pas le droit d'ouvrir. Je dis que c'est un scandale. Donc ça contrevient à la volonté notamment de l'ATC, l'Agence du tourisme, d'allonger la saison, tout à fait, notamment en zone... Tout à fait. Ce décret plage, on a l'impression qu'il n'est pas respecté dans certains endroits, quand on voit ces images, des plages notamment de l'extrême sud très fréquentées ou d'autres en Balagne, qu'on ne respecte pas les 80% d'espace libre. On voit beaucoup d'installations avec ou sans autorisation. Michel Girasc, qui est sur ce point.
Alors, Trop restrictif ou non? non, pour l'heure, le décret plage, je ne dirais pas qu'il est trop restrictif. Aujourd'hui en Corse, le décret plage est largement respecté. Toutes les plages de l'extrême sud sont largement en dessous des 20% d'occupation du domaine public. Largement en dessous. Même les endroits où il y a des abus, et je ne défends pas les abus quand je dis ça, même les endroits où on peut considérer qu'il y a des abus ou qu'il y a trop de transat, on est à 14 ou 15% d'occupation du domaine public. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de savoir si le décret plage qui a été pondu à Paris est bénéfique ou pas pour la Corse. Aujourd'hui, ce qui est important et ce que nous demandons, nous, professionnels, c'est une concertation entre les différents acteurs pour définir un cadre précis qui prenne en compte des surfaces, des nombres de transats, des accès, des choses que les professionnels peuvent faire ou ne doivent surtout pas faire, et in fine... Encore plus précis que les textes existants. Ah oui, qui sont déjà quand même assez précis. Certainement, il y a des choses qui sont déjà prévues dans les textes, mais aujourd'hui, dans la concertation, on doit définir clairement ce qu'on peut faire ou pas. Et une fois qu'on aura défini ce cadre, les professionnels sont prêts à adopter une charte et à respecter ce cadre strictement. Alors, il y a un autre problème qu'on n'a pas évoqué, c'était évoqué dans le reportage de Pierre Ignanini, ce sont les fameux ERC. Ce sont des espaces remarquables pour nos téléspectateurs, ça donne le sourire à Jean-Charles Orsouch. Et dans ces ERC, on ne peut pas, le principe général est qu'on ne peut pas construire, inconstructibilité, et pour monter et démonter une paillote, il faut une AOT, une autorisation quand on est sur le domaine public, mais il faut aussi un permis de construire, et ça on le dit moins, et visiblement beaucoup de ces établissements ne sont pas aux normes de ce point de vue-là. Jean-Charles Orsouch, pour vous les maires, c'est un casse-tête, vous êtes au courant de ça, hein, j'imagine. C'est plus qu'un casse-tête parce que, bon, on va l'évoquer, vous savez, après c'est difficile de cloisonner et je suis obligé un peu de réagir aussi par rapport à ce que disent les intervenants précédents. C'est vrai, déjà, on parle souvent d'établissements de bord de mer. Moi, je veux bien comprendre. Je vous donne aujourd'hui un exemple. Il est évident que l'établissement de plage sur la plage de Balistre ne peut pas être comparé aux établissements qui sont intramuros à Île-Rousse. Ça aussi, il faut vraiment qu'on intègre ces différences. C'est fondamental. On verra que le PADUC classe les plages en 4 catégories. C'est parce que par rapport à l'ouverture, moi j'estime aujourd'hui que la loi, par contre, pour ces établissements qui sont dans les milieux naturels, cette ouverture à 6 ou 8 mois comme la loi le prévoit est largement suffisante aujourd'hui dans ces établissements-là. Effectivement, en ville, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle pourrait pas être ouverte à l'année lorsque l'on est carrément en ville. Ensuite, vous avez oublié un texte important dans la problématique corse, parce que là aussi, on va parler de la Balagne, de la plaine orientale ou de l'extrême sud. Pour nous, dans l'extrême sud, de Monachi jusqu'à Porto Vecchio, vous oubliez un élément qui est déterminant dans la façon d'appréhender les choses. C'est le décret de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, qui de fait interdit toute activité commerciale. Ça aussi, il serait temps qu'on le dépoussière. Et pareil. Toutes les AOT doivent d'abord passer par le conseil... par le comité consultatif de la réserve naturelle. Et je vous dis ça parce que quand on met toutes ces réglementations, et notamment qui n'ont pas été élaborées par les Corses non plus, et en Corse, selon moi, là, on arrive à des choses qui sont ingérables. Et pour répondre concrètement à votre question, sur les espaces remarquables. Mais c'est là toute la difficulté, notamment les contradictions qu'on peut maintenant, après sa mise en application, et le fait qu'on se rende compte que le PADUC, 4000 pages, mérite peut-être aujourd'hui un toilettage. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que effectivement, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce qu'a écrit Uli Brandt sur son site. Écoutez, j'étais au départ vraiment surpris parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais là je trouvais que la fiche elle était parfaite pour faire la démonstration que tout était possible en Corse. Sauf que si vous la regardez bien cette fiche, à la fin il y a 2 mots qui n'ont pas la même taille de la même police et qui sont écrits en rouge. Il y a écrit hors ERC, hors, pour les maires que nous sommes. Et c'est là où la force des gens comme Lionel, comme moi aujourd'hui, c'est d'être des élus locaux. On connaît la réalité du terrain. C'est que vous prenez une commune comme Bonifacio, vous avez quasiment que des espaces remarquables. Donc ça veut dire que cette possibilité qu'on nous offre en théorie, en réalité, elle devient pratiquement impossible à mettre en œuvre. Plus de 70% des plages du Corse du Sud sont en ERC. Et quand on dit, et quand l'État suggère comme solution aussi dans un document qu'il a remis au service de la région dernièrement, ce fameux diagnostic qui n'est pas encore totalement finalisé, de modifier le PLU, ça veut dire déclasser des espaces remarquables, en partie. Vous savez, aujourd'hui, je pense que pour faire le PLU de Bonifacio, j'ai autant de chances de faire le PLU de Bonifacio avant la saison prochaine. Alors là, c'est carrément de gagner à l'euro-million et même de le faire tout court. Je ne sais pas à quelle loterie il faut que je joue. Parce qu'on le sait, je vous invite à me citer tous les PLU aujourd'hui en zone littorale qui sont sortis depuis 10 ans en Corse. Donnez-moi la liste parce que justement, j'anticipe déjà une remarque que pourra me faire mon voisin de gauche. Me dire, oui, le PADUC prévoit que les maires peuvent sortir des PLU, que les intercos peuvent sortir les SCOT. Sauf
pense en que Balagne, ils arrivent même à faire des scots et des schémas intercommunaux. Oui, c'est vrai qu'ils ont souvent été plus doués en Balagne que partout ailleurs. Mais ça veut bien dire donc ailleurs on n'aura droit à rien. Donc vous voyez bien la difficulté aujourd'hui, il faut être des gens pragmatiques. Et le pragmatisme, c'est que ça va être très dur à mettre en place. Lionel Mortigne, sur ces ERC, ces espaces remarquables, est-ce que vous êtes favorable donc à cette solution qui pourrait être en partie les déclasser pour dire ici il faudra installer une activité économique? Alors, pas. Simplement rappeler sur le décret plage, évidemment que nous sommes pour le maintien de ces 80% en surface et en longueur des plages qui soient libres d'accès et libres à la population, parce que recherche les Corses avant tout, c'est de pouvoir accéder à la plage et de pouvoir allonger leur serviette. C'est pas plus compliqué que ça. Le reste, c'est de la littérature et il faudra qu'on trouve réglementairement comment on va habiller ça. Rappelez aussi que le DPM, c'est l'État et aujourd'hui, là, nous parlons de choses que nous ne maîtrisons pas. Quelque part, c'est l'État. Et rappelez aussi que l'allongement de la saison a été demandé par le président de l'exécutif et refusé par le gouvernement, par Nicolas Hulot. Donc c'est des démarches de construction qui sont déjà faites par le président de l'exécutif. Après, sur les ERC, il y a sûrement beaucoup à dire, mais aujourd'hui, la loi littorale réglemente. Le PADUC, lui, il identifie et il prescrit les choses. Ensuite, on vient au SCOT. La Balagne ne l'a pas encore sorti, mais avance à grands pas. Le SCOT qui va préciser les choses et les PLU qui vont délimiter. À l'intérieur de ces outils, aujourd'hui, un travail peut être fait pour faire évoluer selon aussi, parce qu'à chaque fois, on ne va pas se retourner en disant c'est la faute à l'État ou à la collectivité. Les élus locaux, à un moment donné, les élus, les maires que nous sommes, les intercommunalités aussi doivent se prendre en main et réfléchir à tout ça, parce que à chaque fois c'est facile de dire c'est la faute à l'autre, même si effectivement l'État a une très grande responsabilité depuis des décennies avec des politiques un coup le chaud, un coup le froid. On ne voit absolument pas vers quelle politique ils veulent aller. Aujourd'hui, il y a une reprise en main, claire. Ce qu'il faut, c'est de la concertation. Avant tout, continuer à discuter pour sortir quelque chose de positif, parce que ce qu'il faut, c'est arriver à avancer, peut-être même pour qu'un jour, le DPM, je l'espère proche, mais une fois que tout cela sera réglé, que la collectivité puisse demander la gestion du DPM. Alors on en parlera dans le cadre des concessions, c'est possible. Michel Giras, qui sur ces ERC, c'est-à-dire des déclassements partiels au PLU, c'est une solution que vous envisagez. Autre piste, c'est aussi de délocaliser certains établissements, de les faire reculer. Ça s'est fait quelquefois, d'ailleurs, sur votre plage de Belgodère. Un établissement a été reculé. C'est un choix politique qui a été fait par la commune et on a réussi à un aménagement avec le conservatoire, reculer les établissements de 100 mètres. Ils se sont retrouvés avec des contrats de 12 ans. Tout le monde s'y est retrouvé. Évidemment, ils n'étaient plus les pieds dans l'eau, mais ils se sont retrouvés avec des contrats. Michel Giras, qui, sur ces solutions, ça vous semble... Je pense qu'il y a un panel de solutions liées à un panel de réalités différentes. Aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on réduise simplement l'occupation du domaine public et les AOT aux restaurants de plage. Parce que aujourd'hui, il faut penser qu'il y a un panel de professionnels, des clubs de plongée, des bases nautiques, des locations de paddle, de kayak, des restaurants qui sont sur le domaine privé et qui exploitent une partie du domaine public avec des AOT, des restaurants qui sont totalement sur le domaine public avec des AOT. On ne peut pas imposer la même solution à tout le monde. Ça doit être quand même des aménagements légers si on lit les textes sur le domaine public. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les restaurants durs, normalement, c'est pas avec des fondations, c'est pas possible. Non, mais on peut faire de la restauration dans une structure légère. Mais quand on voit certains restaurants qui font 300, 400 couverts et certains, on peut se poser la question, est-ce qu'on est dans la paillote, le restaurant? C'est d'ailleurs ce que disent ou les ventes fréquemment, c'est un débat qui est posé. Tout à fait, non, mais il y a à un moment donné des réalités à prendre en compte. Les réalités de chaque affaire, de chaque professionnel ne sont pas forcément les mêmes. Le problème que l'on rencontre aujourd'hui et en cette saison et qui a posé polémique, c'est que sur la zone de l'extrême sud, toutes les AOT disparaissent pour l'année prochaine. Les clubs de plongée, les kayaks, les paddles, les matelas. Lié aussi à la réserve de Bonifacio. Jean-Charles Orsouch. Oui, non, je voudrais réagir aussi par rapport à ce que je viens d'entendre de nos deux interlocuteurs et de votre remarque. Vous avez fait remarquer que Michel Giras était prêt à ouvrir l'idée qu'il fallait aller au-delà du DPM pour trouver des solutions. Lionel Mortigne vient de dire l'État a une grande responsabilité puisque nous sommes sur le DPM et qu'il agit à géométrie variable. Je partage son sentiment sur le géométrie variable. Par contre, j'aimerais revenir sur un élément qui est important. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été présents dans la mise en place du PADUC.
Et il y a donc même des procès-verbaux là-dessus. Lors d'une des dernières commissions qui a travaillé sur le PADUC, Jean-Baptiste Louchon, qui à l'époque d'ailleurs n'était pas dans mon groupe, Jean-Baptiste Louchon, président du groupe de Corse social-démocrate, et moi, nous avions fait une demande très claire pour que la question se fasse non pas sur le DPM, mais au contraire que nous allions vers cette solution d'aller sur l'arrière de la plage. C'est foncier, sauf que disponible. je souris aujourd'hui parce que nos deux interlocuteurs qui ont envisagé cette solution localement, Lionel Mortine l'a fait, sauf que la majorité territoriale d'aujourd'hui, qui à l'époque était dans l'opposition, s'y est farouchement opposée. Et Paul Jacob, qui souhaitait avoir un consensus avec Maria Giudici très large sur le vote de ce PADUC, a accepté qu'on aille sur cette solution. Bien ou mal, je ne dis pas, sauf qu'aujourd'hui on est en train de se dire que c'était peut-être la solution. Et que Jean-Baptiste Louchon, qui était maire d'une commune littorale, et que le maire que j'étais avait une vraie connaissance du terrain, et qu'on aurait peut-être dû nous écouter, ça nous éviterait des problèmes qu'on rencontre Alors aujourd'hui. justement, on va parler du PADUC plus précisément, puisque là c'est un peu le cœur de notre débat. Il est compatible avec la loi littorale, cela a notamment été jugé par la Cour administrative d'appel de Marseille. Il précise les modalités d'application de celle-ci et classe les plages de Corse en 4 catégories, déterminant ce qu'on peut y faire, de la plage naturelle à la plage urbanisée. Exemple à Piane avec Dominique Moret et Lionel Lucha. Entre la mer et les transats, tu as au moins 70 mètres, alors que je pourrais me mettre en bas et embêter les gens. Alors tu essaies de respecter, tu te mets à distance, tu vas dans ton coin tranquille et pour embêter personne. Et puis même au niveau de l'œil et du visuel, c'est quand même harmonieux, c'est beau, c'est esthétique. L'été prochain, ce restaurateur devra peut-être se passer de ses bains de soleil. L'AOT, autorisation d'occupation temporaire dont il dispose, ne sera pas renouvelée. Aronne est une plage naturelle fréquentée. Dans le courrier, il te stipule que pour la 2019, c'est pas besoin de faire une demande, parce qu'elle sera refusée tacitement suite à l'application du PADUC. Le maire de Piane y voit la conséquence d'une application tatillonne du PADUC par les services de l'État. Une plage, normalement, il y a 80% de la plage qui doit rester au public. Là, sur Aronne, il y a 25 000 m² de plage et il y a 2% d'occupation. La commune peut régulariser cette situation en se dotant d'un schéma d'aménagement de la plage adossé au PLU. Un premier projet ouvrant 70 hectares à la constructibilité à Aronne a été rejeté. La nouvelle mouture rendrait constructible 30 hectares. Cela contreviendrait à la loi littorale qui impose de construire un hameau nouveau intégré à l'environnement. Mais selon Aline Castellani, les précisions qu'apporte le PADUC en la matière ajoutent de la contrainte à la contrainte. Lorsqu'on a fait le PADUC, ils ont dit qu'ils devaient donner une appréciation de la loi littorale et de préciser la loi littorale. Sauf que la précision de la loi littorale a été faite de façon très restrictive et ça veut dire qu'on a des contraintes supplémentaires avec le PADUC. Pour le responsable élu ou administratif de l'Agence de l'urbanisme de la Corse, l'opposition du maire de Piane au PADUC n'est pas une nouveauté. Pourtant, tous ici l'affirment, sur la question des AOT, comme pour celle de la construction de hameaux nouveaux, le cadre est fixé par la loi. La loi littorale elle-même contient un certain nombre de dispositions très restrictives pour le hameau nouveau intégré à l'environnement. Si ça avait été simple, il y en aurait partout ailleurs et ce n'est pas le cas. Et comme la loi littorale, je l'indiquais tout à l'heure, a été promulguée en 86, de 86 à 2015, le PADUC n'était pas en vigueur, on aurait assisté à l'émergence de hameaux nouveaux, ce n'est pas le cas. Ces pelles mécaniques sonnent comme un rappel à la loi. Ces images ont pourtant été tournées dans les Alpes-Maritimes. Dans ce département, il n'y a pas de PADUC. Cela n'a pas empêché l'État de faire une démonstration de force pour se réapproprier le domaine public maritime. Alors, est-ce que le PADUC, voulu par les représentants élus des Corses en 2015, qui a fait consensus après un long travail, vous parlez de Maria Giudici, qui l'avait d'ailleurs mené, sous la mandature Jacob, il doit être remis en question, Lionel Mortine, toiletté, remis en question, amendé? Non, actuellement non. Le problème de Mme Castellani, c'est un problème de loi littorale, ça n'a rien à voir avec le PADUC. Donc, il y a la non-constructibilité dans la bande des 100 mètres. C'est dit, le principe de protection stricte des espaces et des milieux naturels, donc c'est GRC, c'est le cas. PADUC ou pas PADUC, le PADUC qui précise
un peu la loi, sur ces espaces-là, elle est bloquée. Elle parlait de précision. La précision, elle doit être donnée par les documents opposables locaux, que ce soit par le SCOT ou le PLU, et non par le PADUC qui, lui, va identifier et prescrire la chose. Le classement de sa plage en naturel fréquenté, si on lit le PADUC, le schéma d'aménagement de la mer, ne permet pas d'avoir des transats et des parasols. Michel Giras, en tout cas, vous en faites peut-être une autre lecture, ça voudrait dire que Santa Giulia, de votre côté aussi, c'est la même chose, puisque ce n'est qu'à partir de la semi-urbaine que la plage semi-urbaine qu'on pourrait avoir ce genre d'installation. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il faut modifier le PADUC? Alors, personnellement, c'est pas la lecture que je fais du PADUC. Aujourd'hui, dans le PADUC, sur les plages naturelles fréquentées, les aménagements légers sont possibles. Or, les parasols et les transats sont des aménagements légers, d'après moi. Bon, maintenant... Pourtant, vous avez vu qu'il est précisé que dans la semi-urbaine, on peut rajouter au reste les transats et le parasol. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Je pense qu'il y a peut-être des formulations à étudier, à revoir dans le PADUC, peut-être des précisions à apporter. Moi, je pense que globalement, sur tout ce qui est l'occupation du domaine public en Corse, le PADUC prévoit beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est important de faire peut-être un diagnostic pour voir ce qui est possible au travers du PADUC avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. Quand j'entends tirer à boulet rouge sur le PADUC, je pense que c'est une erreur. Aujourd'hui, le PADUC ouvre des portes et maintient un certain nombre de possibilités importantes sur toutes les AOT. Maintenant, il s'agit de ne pas en avoir une lecture ultra restrictive et de chercher à chaque ligne... C'est le cas actuellement, selon vous? Je pense que les services de l'État aujourd'hui ont une lecture très restrictive du PADUC et c'est ce qui pose problème. André Doriano, le PADUC pose-t-il problème pour vous? Nous pensons que le PADUC est notre document de référence et nous permet de respecter et de privilégier notre environnement. Il nous permet de préserver la richesse de la Corse, qui en premier lieu est son capital nature. Donc il ne faut pas le changer? Non. Pour vous, c'est un bon document, il n'est pas trop restrictif? Pour le moment, il n'est pas question de changer, puisque, comme vient de le dire Michel Giras, on autorise du matériel léger, donc on a le droit d'avoir des transats sur les plages naturelles fréquentées, des transats ou des parasols. Vous en faites aussi cette lecture. Alors, je signale quand même qu'il y a un recours actuellement instruit auprès de la Cour administrative d'appel de Marseille qui donnera peut-être une vision un petit peu plus claire sur cette question des transats. Alors vous n'avez pas totalement le même avis, vous êtes pour un toilettage, ça veut dire quoi précisément un toilettage? Ça ne veut pas dire... Précisez-nous un petit peu. Alors si vous m'autorisez, là aussi il faut être un peu précis, je serai un tout petit peu long. Tout d'abord, moi je voudrais voter, parce qu'on va évidemment me dire que j'ai voté ce document. Effectivement, j'ai voté le PADUC et je continue à penser que c'est un bon document pour la Corse, que sa philosophie était excellente et que le travail fait par Maria Giudicelli, Paul Jacob et l'ensemble de la majorité de tous ceux qui l'ont voté à l'époque et ils ont eu raison de le faire, était un bon travail. Après, est-ce qu'on a voté la Bible ? Est-ce qu'on a voté la Constitution? Non, on a voté un texte réglementaire qui, bien sûr, comme tous les textes réglementaires, peut être modifié. D'ailleurs, je vous rappelle que le PADUC, il était prévu, je crois que c'est dans la loi, qu'il y ait une révision au bout de 3 ans. On était en 2018, donc ça veut dire en 2015, donc en 2018, nous devions initier une révision de ce document. Pourquoi aussi? Parce que comme tout document, je dirais, d'aménagement, on se rend compte par son application qu'il y a des fois des contradictions. Aujourd'hui, je voudrais aussi préciser une chose. Moi, je souris un peu quand j'entends Michel Giras nous dire il ne faut pas faire une lecture restrictive du PADUC. Moi, je crois que vous avez raison dans votre lecture, Sébastien, et que c'est la bonne. Mais par contre, je dis à Michel Giras que lorsque la majorité territoriale actuelle est arrivée aux responsabilités, lors du premier comité consultatif de la réserve naturelle, ce n'était pas Agnès Simon-Pietre personnellement qui était présente, mais elle a été représentée par un monsieur, vous m'excuserez, dont j'ai oublié le nom. Et lorsque l'État, bien sûr, l'État a interpellé l'exécutif de Corse pour connaître sa position, la personne qui a pris la parole a dit voilà, je me fais l'écho de la présidente, nous demandons une application stricte du PADUC concernant les autorisations sur le bord de mer. Donc après, on ne peut pas reprocher à l'État de le faire. Je poursuis mon raisonnement. Quels objectifs nous poursuivons, Sébastien? C'est de régler le problème avant la saison 2019. Et pour cela, est-ce que je suis capable de sortir un plan local d'urbanisme? Non. Est-ce que je suis capable de sortir avec l'ensemble des maires de l'Interco un SCOT? Non. Comment fait-on? J'avoue ne pas avoir la réponse sur le PADUC, à savoir si on ne peut modifier uniquement la cartographie des plages. Mais je crois aujourd'hui que c'est ultra nécessaire. Je vous donne un exemple, parce que souvent on parle c'est un peu des vues de l'esprit. Plage de Piantaré et la Bonifacio. Il y a des gens qui louent des bateaux depuis 20 ans.
Demain, ils ne pourront plus louer ces bateaux. On va envoyer une famille aujourd'hui de Corse, parce qu'on va le préciser aussi, vous l'avez pas dit, mais heureusement pour nous aujourd'hui. Non, mais pour moi, un Corse, c'est quelqu'un qui vit ici depuis longtemps et qui a choisi cette communauté de destin. C'est voilà la définition que je donne du Corse. Et ben cette personne-là, aujourd'hui, on va l'envoyer au chômage. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'élu local responsable que je suis, je vais me battre pour qu'il puisse continuer son activité. Et pour ça, il faut que l'État accepte, et je vous la donne, moi, la solution dont on va parler immédiatement, un moratoire sur l'application du PADUC avant la saison 2019. Alors peut-être nous laisser faire des SCOT et des PLU qui permettront de modifier à la marge pour que ces activités puissent continuer sur le territoire. Je vais vous donner la parole. On a parlé de revirement dans la politique de l'État. On se souvient de la période où l'État avait voulu mettre de l'ordre dans les affaires des paillotes. Quand les pelleteuses sont apparues, c'était en 1999, les élus presque de tous bords avaient alors interrompu une session de l'Assemblée de Corse pour empêcher la démolition. C'était la période Bonnet, c'est vrai, l'homme qu'il faut là où il faut. Il a discrédité par la suite l'État et tout ça a fini en scandale national, mais on a quand même l'impression que finalement on a voté ce PADUC, qu'aujourd'hui on doit l'appliquer, on nous dit mais finalement peut-être pas l'appliquer, un moratoire, alors que je rappelle que le PADUC était opposable dès 2015 et qu'on a eu 3 ans pour se mettre en conformité. On est en 2018. Lionel Mortini, je veux dire, on donne encore 3 ans à SPTM ou... C'est bon, c'est pas spita. Et l'État aujourd'hui montre une certaine voie. Peut-être passer à la suivre pour certaines choses, mais en tout cas il nous fait bouger, ce qui est peut-être pas un mal. Simplement pour rappeler à monsieur le maire aussi que la majorité est toujours dans la continuité et que le PADUC doit être mis en place comme il est écrit, ce qui n'empêche qu'il y a des possibilités aussi même à l'intérieur du PADUC de faire des choses et de faire avancer. Après je crois pas qu'on va affamer les gens si demain... non, mais je pense qu'il faut arrêter de faire peur avec ce côté-là, toujours le plein emploi, et de l'autre côté, dire qu'on va affamer les gens et que tout le monde se retrouvera à la rue d'ici cet été. On le sait tous que ce n'est pas notre volonté, bien évidemment, et ce n'est pas la volonté, je pense, de l'État avec qui il faut continuer à discuter. Aujourd'hui, il faut surtout se retrouver, ce qu'a demandé le président de l'exécutif, il faut apaiser les choses, les réfléchir, toujours continuer à dialoguer avec les services de l'État. Vous êtes un représentant de la majorité présidentielle. Peut-être faudrait-il vous rapprocher du président de la République pour, là aussi, faire entendre une voix qui soit la voix de l'intérêt général, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, raser des dizaines d'établissements et d'autres acteurs économiques qui peuvent être la voile ou d'autres choses. Donc là-dessus, il faut être vigilant et je pense qu'il faut arrter de faire peur aux gens. Michel Girasque, on entend Lionel Mortini, je rappelle qu'il est élu sur le quota d'ouverture de Corsica Libre, que vous êtes aussi un élu de Corsica Libre. Il dit on ne va pas affamer les gens, vous avec votre collectif, vous êtes en train de dire Tchanagacha ou Banedaok. Donc c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que moi je voudrais répondre à Jean-Charles Orsucci. À un moment donné, il y a une différence entre une application stricte du PADUC et une lecture restrictive du PADUC. Je ne dis pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Dans un texte, on peut avoir une lecture ouverte de ce qui est écrit dans le PADUC et l'appliquer strictement. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir la lecture restrictive des services de l'État qui condamne une quarantaine de pétitionnaires pour l'année prochaine dans l'extrême sud. Parce que ces 40 sociétés... Sauf que je viens d'entendre, j'ai pas compris, excusez-moi messieurs, mais j'ai pas compris votre réponse. Le PADUC, tel qu'il prévoit aujourd'hui d'interdire la location de bateaux à Piantarel, vous pensez qu'il faut l'appliquer comme le dit le PADUC ou il faut pas le faire? Moi, c'est là où j'ai pas tout à fait compris la réponse des uns et des autres. Le PADUC intègre aussi la possibilité, puisqu'il identifie les prescrits et les documents d'urbanisme. Donc on peut se poser la question, elle vient d'être posée, pourquoi en 3 ans les communes n'ont pas réussi à faire leurs documents d'urbanisme. Aussi, alors peut-être c'est très difficile, on le sait tous, puisqu'on y passe tous, mais on peut y arriver, et que si on avait peut-être travaillé un peu plus là-dessus, on pourrait travailler, parce qu'à l'intérieur des SCOT et même des PLU, on peut travailler sur la typologie des plages qui est au PADUC. Donc il y a des choses qui peuvent être intégrées dans ce travail-là. Donc aujourd'hui, il faut que les élus locaux aussi s'emparent de ça, se mettent autour de la table avec l'État, et avancent sur leurs propres documents d'urbanisme, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait encore des dizaines de communes qui ont un littoral. Mais ça, peut-être, alors ça, c'est pas moi de le dire, c'est à l'État. Je suis pas là pour défendre l'État. Peut-être que l'État doit faire un moratoire. Ce sont des discussions qu'il faut avoir avec Madame la Préfète et pas avec moi. Elle n'est pas là, je rappelle pour ceux qui nous suivent. Et voilà. Donc, Monsieur Doriano, pour vous, un nouveau moratoire en Balagne. Je précise qu'il y a eu une phase de mise en œuvre. On va parler des concessions dans un instant. Ça veut dire un nouveau moratoire. On n'applique pas le PADUC encore pendant 3-4 ans. Est-ce que c'est souhaitable?
Pour moi, le moratoire, il va être de fait. Parce que, d'abord, en hiver, on ne trouvera pas toutes les entreprises pour faire les travaux. Ça, c'est la première des choses. Et les services de l'État ne seront pas prêts pour accompagner tout le monde. Donc, le moratoire, il est de fait. Alors, on va parler justement des concessions. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un peu particulier, notamment sur Calvi-le-Rousse, c'est-à-dire que l'État concède aux municipalités le domaine public et qui ensuite peut déléguer la gestion pour des activités économiques. En Balagne, la situation donc est par endroits différente. À Calvi, 17 exploitants de paillotes sont censés démolir leur établissement en partie en dur au 31 octobre. Ils s'y sont engagés l'an dernier au terme d'un protocole d'accord. Seules les structures démontables pourront ensuite espérer bénéficier d'autorisation avec, on disait, permis de construire et AOT. Explication avec Emilia Rodot et Marion Fiam. Merci. Dans ce restaurant de plage de Calvi, c'est le rush de 13 heures. Pendant la saison, une douzaine de personnes travaillent ici. Cet établissement, Gilbert l'a acheté il y a 32 ans. Pourtant, d'ici le 31 octobre prochain, il va devoir le démolir comme tous ses voisins. C'est la conséquence de l'application du décret plage. Pour nous, c'est une catastrophe économiquement parlant. Il est probable que beaucoup d'établissements ne redémarreront pas. À Calvi, les restaurants de plage sont une vieille tradition sous concession municipale. Depuis des décennies, les plagistes bénéficiaient de ce régime. Une concession de l'État à la mairie leur permettait d'occuper le domaine public maritime, moyennant une redevance. Mais fin 2016, l'État a repris la main pour appliquer le décret plage, en vigueur ailleurs depuis 10 ans. L'été, c'est transat et parasol, mais d'octobre à avril, le domaine public doit être nu. En février 2017, après discussion, les exploitants calvais ont conclu un accord avec l'État, officialisant la remise en état de la concession. Ce qu'on a proposé, c'est un dispositif innovant, c'est-à-dire qu'aux personnes qui sont en place et qui sont donc occupants sans titre, un dispositif de protocole qui permet, par la signature de ce protocole, de se mettre en conformité avec la loi, et en particulier le décret de 2006, dans la période des 2 ans que l'on a, qui nous permettra, à l'issue de cette période des 2 ans, de retourner sur un dispositif de concession avec la mairie. Sauf qu'à Calvi, les 17 établissements sont construits en dur. Détruire et passer à une structure démontable, c'est dépenser des centaines de milliers d'euros. Non seulement nous n'avons pas les moyens, à l'heure actuelle, on a contacté évidemment des banques qui ne prêteront pas, surtout sur du matériau démontable, et qui plus est, il n'y aura pas d'assurance qui couvriront. Donc ça veut dire que si les assurances ne couvrent pas, les banques ne prêteront pas. Donc ça veut dire qu'on est dans une impasse en plus financière. Que se passera-t-il la saison prochaine pour les exploitants et leurs 300 employés saisonniers? S'il n'y a plus de paillotes, quelle sera la fréquentation de Calvi? Autre inconnu, en cas de démolition, comment la voie ferrée qui longe la plage réagira-t-elle à la disparition des murs des restaurants? À Calvi, un problème pourrait bien en cacher un autre. Alors, le principe de la démolition, vous l'avez accepté, André Doriano, avec les représentants à Île-Rousse. Les choses ont déjà évolué. Ce que vous craignez, c'est une année blanche, ne pas pouvoir exploiter. C'est votre crainte majeure? Bon, alors pour nous, le régime des concessions est la meilleure des solutions. Et les concessions étant délivrées pour une période de 12 ans, nous avons un décret plage à appliquer, une loi littorale à respecter et un PADUC à interpréter. Il y a 2 ans, le régime de concession accordé pour 15 ans ayant pris fin, je parle pour la région Balagne et le Rousse-Calvi, l'État a repris la gestion des plages et des exploitations sur le régime de l'AOT. En Balagne, nous avons été contraints de signer un protocole avec les services de la DDTM, car c'était la condition pour qu'ils nous délivrent les AOT et donc pour pouvoir faire notre saison. On l'a vu avec le préfet Thirion. Vous allez donc démolir, pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Pour le moment, on en est là. Vous craignez une année blanche? À moins que ça change. Si demain, par exemple, on doit démolir, alors l'État nous dit, vous n'avez pas besoin de permis de démolition. Oui, mais il nous faut un permis de reconstruction. Et il nous faut un permis de reconstruction très rapidement. Parce qu'on est déjà en septembre, il faut 3 et 4 mois d'instruction. Après, il faut faire des travaux, il faut trouver l'entreprise, il faut aller dans les banques.
Alors moi, je pose la question, comment on fait? Et le coût, il a été chiffré, on entendait cet exploitant qui se plaignait. Bon, on peut se dire, a priori, quelqu'un qui a exploité pendant 30 ans, il a peut-être mis assez de côté pour démonter et remonter. Ou c'est des coûts, vous avez une idée C'est beaucoup, c'est entre 400 000 et 700 000 euros. Lorsqu'il faut tout refaire, c'est énorme. C'est vraiment colossal. Alors, effectivement, bon, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que vous avez des propositions, vous, à l'UMI, sur ces concessions, justement? Écoutez, nous souhaitons d'abord que les mairies qui sont prioritaires reprennent les concessions sur l'ensemble du littoral corse. Ceci permettrait aux communes de reprendre, et pourquoi pas à terme à l'Assemblée de Corse, en main la gestion de leurs plages et de leur littoral. Je vous rappelle qu'en Balagne, et plus particulièrement à Île-Rousse, les exploitations de plage se situent toutes en zone urbaine et sont très soucieuses du respect de leur environnement. Les offices intercommunaux d'Île-Rousse et de Calvi, attendez, il faut que je vous dise certains critères, possèdent 200 chambres d'hôtel ouvertes du 1er décembre au 31 mars et un office de tourisme en catégorie 1, ce qui correspond à un classement 4 étoiles. Ce sont ces critères qui, si les mairies reprennent les concessions, déterminent la durée d'ouverture des établissements, qui peut être de 10 mois, et la possibilité pour les exploitants de ne pas démonter leur installation. C'est les cités touristiques. Les communes pourraient ainsi gérer leur territoire au plus près, et c'est peut-être ici que commence l'autonomie. Alors justement, on a des autonomies, on a même des indépendantistes aujourd'hui sur le plateau, quelle chance. Donc est-ce que di un cabado, di bien sa responsabilité, une concession de plage avec des pressions dans le village, pourquoi lui, pas moi, il faut aller contrôler, ou vous souhaitez qu'en automiste, un indépendantiste, on aille vers là? C'est pas le genre de choses qui me fait peur. Je pense que les choses doivent être faites au plus proche des gens. Donc si c'est les collectivités, même si sur Île-Rousse dont on vient de parler, il y a une typologie particulière où la communauté de communes du reste pourrait se positionner, puisqu'on a la plage d'Ostrigogne qui est une plage naturelle sauvage sur laquelle il n'y a rien en dehors d'un poste de secours et où on ne compte vraiment rien faire. Il y a l'Ozre qui est en naturel fréquenté avec des établissements qui ont reculé. Et on a la partie urbaine d'Île-Rousse et aussi Corbar. Île-Rousse qui doit être évidemment traité différemment du reste. Étant en zone urbaine, ça a été rappelé, le président de l'exécutif a essayé d'avoir cet allongement de saison. Pour l'instant, c'est pas possible, mais ça fait partie des choses qu'il faudra arracher. Pour revenir sur Calvi, simplement qu'il est évidemment ici absolument pas question du PADUC, c'est un problème de l'État sur le DPM. On peut relever quand même que l'État qui a fait construire, qui a demandé à l'époque, il y a quelques décennies, aux propriétaires d'établissements de construire en dur, revient aujourd'hui là-dessus. Donc là, on est vraiment à géométrie variable selon les années, selon les préfets. C'est-à-dire qu'il faut aider ces exploitants à pouvoir il faut trouver des solutions. On ne peut pas, du jour au lendemain, raser 17 établissements comme ça en claquant des doigts. Non, ils sont en partie sur les terrains des chemins de fer de la Corse aussi, pour certains. Si, mais ils sont sur le DPM, donc c'est une responsabilité de l'État. Après, ils ont signé, donc en signant, ils se sont engagés. Ça, évidemment, c'est de leur responsabilité et à eux de voir. Mais on ne peut pas gérer le DPM comme cela et continuer à avoir un préfet en Haute-Corse et un préfet en Corse du Sud qui n'ont pas la même lecture de la loi. Alors très peu de demandes c'est très compliqué. Très peu de demandes de concession par les communes. Pietrosé, là vous en parliez tout à l'heure, c'est une des rares. Est-ce que vous avez envie de gérer ce problème, Jean-Charles Orsucci? Alors, deux petites choses. Premièrement, c'est vrai que ce soir, j'ai quelquefois défendu l'État qui était absent. Mais bon, c'est pas trop étonnant au regard du plateau. Mais je vais quand même là aussi pointer à mon tour quand même quelques dysfonctionnements. Ça vient d'être rappelé par Lionel Mortine. D'ailleurs, à ce sujet, on sait que localement, Lionel Mortine, on n'a pas rappelé, vous l'avez rappelé en début d'émission, il est maire et on sait que là-dessus, il a fait un travail considérable qui est cité en exemple sur sa commune. Donc, je préfère le dire, il n'allait pas le dire lui-même. Mais ça montre que c'est faisable. Par contre, c'est vrai, là, l'État, il est entre guillemets, à montrer du doigt. J'ai eu l'occasion de l'exprimer dans la presse et j'ai oublié de le dire. Sur ce point-là, il y a une vraie faiblesse. Il n'a pas délimité le DPM partout et surtout sur des endroits stratégiques. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'ils se donnent les moyens. Parce qu'à chaque fois qu'on voit les services de l'État, on nous explique qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens humains avec les restrictions budgétaires, avec les restrictions, etc., pour les contrôles. Donc aujourd'hui, ce travail-là n'est pas fait. Or, ce travail-là, il est indispensable pour gérer correctement le DPM. Quant à la concession de plage, pareil, je vais vous dire mon sentiment. Le peu que j'ai eu à travailler là-dessus, je suis pour qu'on aille sur cette solution. Parce que premièrement, pour deux choses.
parce que je crois que ça permettrait une solution plus saine. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est un peu une usine à gaz que d'obtenir ces concessions avec des études. Et encore, une commune comme Bonifacio peut le faire. Ce sera pas le cas pour tout le monde. Juste un dernier point. Tout à l'heure, vous aviez l'air, Sébastien, de dire presque sous forme de critique, certains établissements font 300 couverts. Moi, j'ai envie de vous dire. C'est pas une critique. Je dis, c'est pas des paillotes dans le sens où on l'entend. Moi, je me établissement félicite. léger, démontable. Vous allez voir pourquoi je rebondis sur ce que vous avez dit. Tout à l'heure, moi, je me félicite. J'aimerais bien que certaines fois, ils en fassent même 400 ou 500. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument qu'ils aient l'assainissement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'ils soient démontables, entièrement démontables, et que c'est jouable, et que certains l'ont démontré sur notre territoire. Qu'il faut qu'il y ait l'accessibilité et qu'on respecte, je dirais, les normes de sécurité. Par contre, là, aujourd'hui, il va falloir qu'ils fassent un effort, c'est la rétribution au profit de la collectivité. Pour ça que je suis pour la concession. C'est qu'aujourd'hui, les sommes payées à l'État... Les sommes qui sont très importantes payées à l'État iraient dans les caisses des mairies ou des intercos. Non, je suis pas d'accord avec votre analyse. Aujourd'hui, les sommes payées, elles sont pas importantes. Alors, pour moi, aujourd'hui, moi aujourd'hui, je partage pas votre au regard, justement, au regard, et je m'en félicite que l'activité soit importante. J'estime que les sommes payées aux collectivités locales ne sont pas suffisantes, en tout cas sur ce que j'ai pu observer sur ma commune. Peut-être sur votre commune, pas chez nous. Nous, je peux vous dire que les sommes sont importantes et, de quel ordre et très importantes. Ou un restaurant de plage. On n'a pas à dire une fourchette, de quel ordre, mais elles sont importantes. C'est comme tout à l'heure, je voudrais reprendre ce qu'a dit le maire de Bonifacio lorsqu'il disait que certaines tables allaient dans l'eau. Non, on n'a jamais mis de table dans l'eau, mais par exemple dans une concession, on a le droit de mettre des parasols et des matelas, et on a le droit, le soir, de mettre aussi des tables sur la plage. Pas dans l'eau, mais sur la plage. Voilà. Michel Gérard, la concession, bonne solution, vous êtes indépendantiste, donc... Bon, la concession, moi je pense d'abord, il est vrai que quand on est maire d'une commune, on doit assumer ses responsabilités de manière globale. Et si on doit prendre la responsabilité de la concession pour régler le problème des plages, il faut le faire. Maintenant, que faire lorsque les maires de certaines communes refusent cette responsabilité ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout abandonner ? Moi, je pense que les différentes choses qui ont été proposées, peut-être même un terme, un jour, des concessions au niveau de la collectivité de Corse, peuvent être des solutions envisagées. La difficulté, c'est la mise en concurrence. On n'en a pas parlé, mais c'est un vrai souci que nous allons devoir affronter. Il faut un appel d'offres, c'est ça. Après, tout ça... Tu es sur ta plage depuis 30 ans, il ne faut pas certain de la gérer demain. Il faut penser à tous les cas de figure et toutes les solutions. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les professionnels du tourisme ont besoin d'une stabilité qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Ils ne peuvent pas, d'une saison à l'autre, ne pas savoir ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, les professionnels du tourisme du littoral, ce sont des Corses, qui ont des entreprises familiales. Parce que même les restaurants qui font 200, 300, 500 couverts, peut-être même 1000, j'en sais rien, sont des entreprises familiales. On parlera du poids économique aussi. Aujourd'hui, quand on parle d'affaires qui, sur le littoral, font des centaines de couverts, il faut penser aussi qu'on fait aussi des amalgames. Les affaires qui sont totalement sur le domaine public avec des AOT, je n'en connais pas, à part peut-être à Calvi ou dans des cas particuliers en zone urbaine, mais je n'en connais pas qui font 400 couverts. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur Palombadia, il y a beaucoup d'affaires comme notre affaire familiale qui sont sur le domaine privé et qui ont une AOT sur le domaine public pour des locations de kayak et de paddle ou des parasols. Ça, c'est des choses complémentaires. Il y a plein de situations différentes. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez demandé au service de l'État un état des lieux. Où on en est Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. On a demandé un certain nombre de choses pour être en capacité aussi de voir comment on pourrait faire ce diagnostic qui soit précis, partagé sur les différentes situations. On a des situations complètement différentes en termes à qui a un permis, qui n'en a pas, quelle est sa situation, est-ce qu'il est en ERC, est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il a un AOT, voilà. Toute cette situation et ce diagnostic, nous l'attendons des services de l'État, nous l'espérons, parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir commencer à discuter véritablement des situations différentes et sortir des impasses dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et peut-être définir des zones entre la plaine orientale, Cargèse, c'est pas du tout la même situation, ça veut dire qu'on adapte ? Non, ça veut dire surtout, pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, moi j'ai eu un document qui m'a été transmis par les services de l'État par rapport aux AOT futurs. C'est vrai que je ne l'ai pas trouvé suffisamment complet. Et on n'arrive pas trop à comprendre des fois pourquoi on a des accords, pourquoi on a des
refus, il va falloir le faire. Et j'aimerais aussi rebondir en expliquant que autant je suis intransigeant sur le côté démontable des choses, autant j'entends, et je préfère le dire aussi clairement, qu'il faut une visibilité économique pour les établissements, que ça ne peut passer que par une concession longue. C'est-à-dire exactement ce qu'a décrit Michel et qui est inacceptable. Et là aussi, d'ailleurs, je veux revenir sur une responsabilité de l'État. Maintenant, je vais pas changer mon fusil d'épaule, mais ça me vient à l'esprit. C'est qu'on ne peut pas donner la réponse pour une AOT 2018 pour la saison 2019 en août 2019. Aujourd'hui, là aussi, l'État doit permettre à monsieur Dupont, Durand, ou ça sera plutôt Bianchine ou Orsucci, de le savoir au mois de mars. Parce que si demain, il venait à ne pas obtenir son autorisation, qu'il puisse se retourner pour faire autre chose. Ça aussi, c'est un point important où l'État doit rendre des comptes et doit améliorer la qualité de son service. Oui, non, il faut absolument pour les professionnels la possibilité d'anticiper, de se projeter. On ne peut pas, je prends l'exemple d'un club de plongée sur Palombadia qui a reçu cette année son AOT au mois de juillet, à qui on a dit que l'année prochaine il n'aurait pas son AOT, qui se retrouve en début de saison à être obligé de racheter un moteur pour son bateau et qui ne sait pas, parce que le moteur coûte 30 ou 40 000 euros, s'il faut qu'il investisse ou pas, parce que l'année prochaine il ne sait pas s'il pourrait être sur le domaine public. Et si un club de plongée n'a pas sa place sur le DPM, qui l'a ? Alors justement, on va parler de ces AOT qui sont nécessaires en Corse. On a à peu près le même nombre de demandes d'AOT dans les deux départements, plus de 200 dans les deux départements cette année. Il en a été refusé 30% en Corse du Sud et 5% seulement en Haute-Corse. Alors ça peut aussi poser question. Ça peut concerner des parasols, ça peut concerner, on l'a dit, des pontons, également des établissements paillotes qui sont à peu près 220 en Corse à demander des AOT. Alors l'argument souvent pour dénoncer ces refus d'autorisation, c'est le poids économique en termes d'emploi, en termes de retombées, en termes de demande aussi des touristes de pouvoir aller se restaurer en bord de plage. On a parlé des abus. Alors une de nos équipes s'est rendue dans l'extrême sud et a vu aussi beaucoup de choses de ce type. C'est Florence Santomar qui reportage tout de suite. On en parle tout de suite après. À la tête d'un des plus luxueux hôtels de Corse et du cercle des grandes maisons, ce patron nationaliste a fait le buzz cet été. Dans une de ses interviews, il déclarait que le tourisme dans l'île devait s'adapter aux exigences de la demande. Les paillotes pour nous sont absolument indispensables. La moitié de nos clients exigent qu'on leur réserve des matelas sur les plages. Et si demain les paillotes n'y sont pas, nous allons perdre la moitié de nos clients. Du luxe, il ne reste plus que le tarif. Une paire de matelas à Porto Vecchio, c'est au minimum 36 € la journée. Du coup, après les villas, voilà les transats pieds dans l'eau. Sur cette portion de Palombadia, on est loin de la libre circulation que le décret plage rend pourtant obligatoire. Cet été, un contrôle des services de l'État a ébranlé les paillotistes et c'est ici qu'est né un collectif des professionnels du littoral. La question, c'est d'offrir un statut aux pétitionnaires qui travaillent sur le domaine public. Ce sont des pétitionnaires qui travaillent la plupart depuis 30 ou 40 ans, voire plus, sur le domaine public. Leur activité a besoin d'être encadrée. Les pétitionnaires ont besoin d'un cadre qu'ils devront respecter, d'obligations, fait d'obligations, de devoirs, mais aussi ils doivent savoir ce qu'ils peuvent faire sur le domaine public. Problème justement ici, les pétitionnaires ne respectent guère le cadre. Les plages de Palombadia bordent la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio dont une commission donne un avis sur les autorisations d'occupation du domaine public. Sur ce document de travail que nous nous sommes procurés, les demandes des entreprises ont été examinées sur la base du respect de leurs obligations l'année précédente. Nous avons coloré en rose celles qui ne sont pas dans les clous, dont 5 sans titre d'occupation. Sur Palombadia, seuls 2 sur 17 en blanc sont conformes à leur AOT. 2 sur 17. En 2018, pour toute l'île, sur les 431 demandes d'AOT, 354 ont été accordées. Mais si on rentre dans le détail des deux départements, la différence est impressionnante. En Haute-Corse, à peine 4% de refus en moyenne sur 5 ans, contre 20% et même 30% de refus cette année en Corse du Sud. Soit les services de l'État ne s'accordent pas, soit les demandes sont dans le Sud abusives. Il n'y a pas que les matelas. Sur le domaine public à Bonifacio, il y a aussi sans autorisation des pontons. Pour les bateaux d'une paillote, ici. Plus loin, pour les bateaux d'un hôtel.
Cette petite falaise a même été creusée et aménagée de rochers au fil de l'eau pour rassembler 2 plages. Plus fort encore, près de 1700 mètres carrés de pontons flottants non autorisés ont valu en février dernier une condamnation à une entreprise de location de yachts. Le ponton est toujours là. Au milieu de l'été, le collectif des professionnels du littoral, entouré par des élus nationalistes de droite ou ex-socialistes, envisage une solution. Tous les socio-professionnels qui sont en bord de mer demandent des aménagements, alors qu'ils doivent être bien entendu raisonnables, contrôlés, encadrés, mais ils demandent des aménagements. Or, aujourd'hui, les textes actuels ne permettent pas de faire ce qu'ils demandent. Voilà, donc moi je leur ai dit, si vous voulez obtenir cela, il faut changer la loi, c'est indispensable. Il faut d'abord changer la loi, et ensuite, si le PADUC est plus restrictif que la loi, il faudra également changer le PADUC. Mais ça sera dans un deuxième temps. Comme une fuite en avant, car à la veille de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, les propositions d'amendement pour déroger à la loi littorale se révèlent totalement illusoires. Restent donc les modifications du PADUC. Pas sûr que la majorité territoriale reste entière sur ce sujet. Alors, je me tourne vers les représentants des exploitants. Est-ce que ces abus, on les a vus, ils existent, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça nuit à la profession? Tout à fait. De toute façon, les abus, ça nuit à la profession, c'est évident. Là, justement, tout à l'heure, on parlait de cadre. Oui, effectivement, il nous faut un cadre, il nous faut un statut à tous les niveaux. On n'a pas de fonds de commerce. On paye comme n'importe quel restaurateur qui est en ville. On paye du foncier bâti. Effectivement, bon, il faut tout reprendre à zéro et faire vraiment un vrai cahier des charges et en nous donnant un statut. Un vrai cadre, Michel Girasc, on entendait César Philippe dire oui, mais on nous demande des transats, donc il faut les mettre. Est-ce qu'il faut répondre à la demande des touristes à tout prix? Alors il y a dénonce aussi les associations. Il y a deux niveaux là dans le reportage, deux choses qui sont intéressantes. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme je le répète, aujourd'hui, on a besoin de définir un cadre pour les professionnels. Un cadre et une charte. Demain, si on définit clairement les surfaces, les obligations en termes de droit en termes de passage sur le bord de mer, en termes d'accès à la plage, en termes de surface d'occupation, pour toutes les activités. Je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. Ce cadre, il doit être défini au sein par la concertation pour savoir ce dont les professionnels ont besoin, ce qu'il faut absolument préserver pour le public, pour les Corses, et en même temps, une fois qu'on aura défini tout ça par la concertation, que tout le monde s'engage à le respecter. Et il est évident aujourd'hui, il n'y a pas de professionnels aujourd'hui qui ne sont pas conscients qu'il y a eu des problèmes sur le littoral en Corse. Sur le littoral ou ailleurs. Mais le problème, il ne se pose pas que sur le littoral. Aujourd'hui, il y a des activités de pleine nature, il faut préserver ces activités de pleine nature. Sur le littoral, en montagne, il y a une réalité de la fréquentation touristique et économiquement importante sur le littoral. Il faut absolument trouver un équilibre. Cet équilibre, pour moi, une fois qu'on aura déterminé clairement ce qui peut être fait, ce qui ne doit pas être fait, on doit arriver à un cadre qui s'impose à tout le monde. Ceux qui ne le respectent pas, se mettront en dehors du cadre et hors la loi. Alors certains exemples étaient sur votre commune, vous avez reconnu, vous connaissez bien la question, c'est compliqué quand on est face à ces abus, on voit les transats, les pieds dans l'eau, il faut passer dans l'eau pour passer sur le fameux DPN qui, je le rappelle, doit être libre et gratuit. Alors, ça, c'était pas sur ma commune, mais c'est pas grave. Moi, je vais parler de ce que vous avez montré sur ma commune. Il y a parmi les choses que vous avez montrées, il faut le savoir aussi, on parle souvent de l'État. Il y a des procès-verbaux qui ont été rédigés. Il y a le procureur de la République qui a été saisi. Ensuite, évidemment, moi, ça serait facile maintenant de vous dire, je m'en lave les mains puisque c'est le DPM et que c'est la responsabilité de l'État et moi, je m'en fiche. Non. Je pense que c'est ensemble qu'on doit trouver des solutions. Et dans les exemples, et c'est là où c'est intéressant, ce que vous avez montré, c'est que la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'un ponton qui aujourd'hui dessert un hôtel est attentat
attentatoire aux grands principes auxquels nous sommes tous attachés. Le libre accès et la gratuité des plages. Est-ce qu'il est attentatoire? Est-ce que ce ponton menace les équilibres écologiques, environnementaux? C'est la deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ponton va être accessible à tous? Parce qu'on a vu aussi sur notre territoire et dans certains endroits, des privés qui mettaient un ponton et qui empêchaient ensuite que l'accès puisse y faire. Or, c'est interdit d'empêcher l'accès. Mais c'est ces questions-là. Il faut être très pragmatique sur ces questions-là. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on doit appréhender les choses. Est-ce que c'est une plus-value pour l'économie locale? Et est-ce que les libertés fondamentales sont maintenues? À partir de là, si ces libertés-là ne sont pas maintenues, si on empêche les gens d'accéder aux plages, s'ils peuvent plus se balader sur la plage, alors oui, il faut passer à la phase contentieuse et il faudra qu'on soit solidaire de l'action régalienne de l'État qui va y mettre fin. C'est ça, c'est simplement faire preuve de bon sens. Je compléterai simplement sur l'aspect économique. On l'a déjà dit. Est-ce que pour l'intérêt économique de quelques-uns, il faut tout accepter? C'est non. Bien évidemment, non. Aujourd'hui, il faut concilier l'activité économique, l'environnement et l'accessibilité sur les plages. Et je pense qu'il y a largement la place de le faire. Et on dit toujours des familles corses, des gens qui historiquement ont exploité. Il y a aussi des paillotes rattachées à des grands hôtels, des pontons rattachés à des grands hôtels. Donc quelquefois on soupçonne des ramifications. On parlait tout à l'heure des pressions douteuses, en tout cas pour ne pas dire davantage. Il y a aussi cet aspect-là. Il n'y a pas que la petite famille corse qui exploite. Hein. Ah, mais le problème, il pourra se poser demain. Mais là encore, peut-être c'est ce qui me démarque des fois des gens qui sont sur ce plateau. Je ne connais pas les idées de Monsieur Dorian, mais moi, je suis aujourd'hui un défenseur de l'attachement à la République parce que j'estime que dans le régalien, nous en Corse, on sera jamais capable. Nous encore, d'ailleurs, pas de complexe. Attention, hein, c'est pas le complexe du colonisé. Hein. J'estime aujourd'hui que le gars en Bretagne ou au Pays Basque, il n'est pas plus capable de nous de faire police et justice. Mais justement, je pense qu'on attend de l'État qu'il nous aide. Attention, pas à la mode Bonnet, bien évidemment, qui a laissé un traumatisme béant en Corse, c'est sûr, y compris à la préfecture. Aujourd'hui, dans une action sereine, tout à l'heure, et je crois qu'en réalité, on se rapproche de la fin de l'émission et qu'il faut être là-dessus très serein. Je crois qu'il n'y a personne qui veut faire peur. Il n'y a personne qui veut affamer qui que ce soit. Il n'y a pas les gentils et les méchants, y compris au niveau de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on doit tous se mettre autour d'une table pour trouver des équilibres. Et je suis certain que vous voyez les 4 personnes qui sont autour de cette table, et même élargies à d'autres avec qui on pourrait penser qu'on n'est pas d'accord, sont capables de trouver ce point d'équilibre qui fait que quand on regarde votre reportage, il y a des choses qui sont inacceptables et que tous ensemble, on ne va pas accepter. Je rappelle que le ponton aussi n'est pas considéré comme un aménagement léger par le Conseil d'État, donc il n'est pas toléré, c'est pour cela. En effet, l'État n'a pas engagé les démolitions ici, donc on peut penser qu'il est sur cette position du consensus, parce que c'est parti dans beaucoup d'autres départements et dans d'autres régions. Alors on parlait des contrôles, vous parliez des sanctions, il y a les contraventions de grande voirie. C'est pour quelqu'un qui n'est pas récidiviste 1 500 €. Les associations disent que ce n'est pas assez dissuasif, parce que en louant des transats pendant 3 ou 4 jours, on paye l'amende pour l'été. Monsieur Doriano, sur ces sanctions, est-ce qu'elles sont dissuasives? Pas du tout. Non, je vais vous annoncer le prix des transats à Île-Rousse. Je ne connais pas le prix ailleurs, mais à Île-Rousse, je peux vous en parler. Il est de 20 €, 2 transats et un parasol. Et je peux vous dire que cette somme, elle est dérisoire par rapport à tout ailleurs. Voilà. Lorsque, par exemple, vous avez sur la Côte d'Azur ou des transats, c'est 40 € l'un. Nous, on est loin du compte. Donc, il est vrai que l'amende en 3-4 jours, non, on ne peut pas la payer. Donc, on parlait des contrôleurs. Il faut savoir que la DDTM, par exemple, en Haute-Corse, sur le terrain, ne dispose que 2 contrôleurs pour tout le département. Il y a des contrôles qui peuvent se faire maintenant par d'autres moyens, des drones et tout ça. C'est peut-être insuffisant là aussi, même si le cadre est défini et qui convient. Est-ce qu'il faut, malgré tout, des contrôles plus... Si on a un cadre qui vous convient, vous êtes prêt à accepter des contrôles plus réguliers, Michel Girasc? Non, mais pour nous, il n'est pas question de ne pas accepter les contrôles. D'ailleurs, on a toujours accepté les contrôles. Et je rappellerai quand même que cet été, on a eu des contrôles dans les paillotes mouvance nationaliste. Ça, je pense quand même C'est une polémique, je précise aux spectateurs, une circulaire mentionnait la mouvance nationaliste. Tout à fait. Donc voilà, l'État fait des fois aussi un peu de zèle dans ce cadre-là. Moi, ce que je veux dire, c'est que les contrôles, il n'est pas question de récuser les contrôles. Par contre, cet été, je tiens à rappeler que les contrôles se sont déroulés de manière particulière. C'est-à-dire que dans tous les établissements sont arrivés 5 ou 6 véhicules de gendarmerie avec des contrôleurs pour tout vérifier. Mais ça, on l'a connu qu'à l'époque du préfet Bonnet. Et c'est une situation qui n'est pas apaisante. C'est une situation qui nuit aux établissements. Parce qu'on ne peut pas accepter... Que pensent les clients d'un établissement quand 30 gendarmes arrivent et qu'on dit c'est simplement pour mesurer les transats sur la plage ou pour voir si le personnel... On sait qu'il y a des personnels de la DDTM qui ont aussi été agressés sur certains contrôles, y compris devant nos caméras. Ça,
Ça, c'est inacceptable et condamnable. Ça explique que peut-être aussi des gendarmes. Je rebondis quand même pour vous dire qu'on ne peut pas imputer à l'ensemble des professionnels. Ça explique peut-être ces précautions. Mais de la même manière, il est inacceptable que les fonctionnaires soient, je dirais, victimes de violences. De la même manière, je vais quand même aller dans ce sens, l'opération de cet été a semblé aussi quelque peu ciblée. Et ça peut pas être acceptable. En tout cas, ça a été vécu par ceux qui ont eu à en souffrir de cette manière. Parce que vous le savez comme moi, et je parle de l'opération sur Palom-Badj, que vraisemblablement, il n'y a pas que ceux qui ont été contrôlés qui sont en infraction. Or, alors, j'ose espérer que c'est pas avec l'effet inverse que l'État a décidé de ne pas s'attaquer aux paillotistes qui seraient nationalistes. J'ose espérer que c'est pas ça dans leur esprit pour éviter tout conflit. C'est une boutade. Mais je dis quand même que pour que la loi soit acceptée par tous, les contrôles doivent être faits de la même manière pour tout le monde. C'est ça qui est fondamental. Pour que ce soit accepté, aujourd'hui, il faut une règle claire qui soit appliquée sur l'ensemble du territoire insulaire et ensuite que l'État, en concertation avec la CDC qui prend de plus en plus de compétences à juste titre, puisse le faire de façon être serein sur le sujet parce que c'est vrai quand même que l'opération de cet été semblait être un peu une opération de com quand même de la part de l'État. Peut-être à dessein pour peut-être nous obliger à être là aujourd'hui à débattre du sujet. Et si ça a été fait à dessein et si de cette émission on arrive à déclencher un processus pour que l'été 2019 ne se passe sans passion, de façon intelligente, alors on pourra expliquer que peut-être ça a été un mal pour un bien. On le souhaite. Sur les contrôles, sont-ils faits avec régularité? Sont-ils suffisants? Et est-ce qu'on peut imaginer que la CTC puisse revendiquer également cette compétence? Elle peut, dans le parc marin par exemple, dresser des procès-verbaux. La CDC, en tout cas la majorité territoriale, revendique un maximum de choses. Et plus on se rapprochera de l'autonomie, et même plus on la dépassera, et mieux ce sera évidemment pour nous. Juste un mot sur les abus. Rappelez que c'est capital d'être vertueux et aujourd'hui de donner un autre message que la profession aussi arrive à écarter ceux qui ne travaillent pas dans le sens de l'intérêt général là-dessus, ne pas oublier la politique sociale. C'est-à-dire que quand on va aller contrôler les transats, c'est important, mais derrière qu'il y ait un contrôle et un suivi au niveau des employés, c'est capital aujourd'hui pour tous ces établissements qui emploient quand même des centaines de personnes. Donc là-dessus, il faut être extrêmement vigilant. Ensuite, vous parliez de plus ou moins de cette voyoucratie rampante aussi qui pourrait être intéressée et qui l'est peut-être déjà par ces établissements. Je crois qu'il faut être... Compris en cas d'appel d'offres s'il y a des concessions demain. Tout à fait. Oui, c'est sûr que sur Pomplone, c'est peut-être Partouche et Veolia. Ici, ce sera peut-être d'autres appétits. Il faut être extrêmement vigilant. Il faut combattre ces systèmes voyoucratiques. Et il ne faut surtout pas que demain, ils arrivent à récupérer une partie de ce littoral. Ce serait une grande défaite pour tous les corps, donc soyons vigilants. Alors on vous a entendu dire que ces abus c'était à la marge, que l'ensemble de la profession respectait les règles. On rappelle que le tourisme pèse pour un tiers dans le PIB de la Corse. L'emploi touristique est à 11% environ contre 4% au niveau national. Est-ce que ce poids de l'économie, justement, ce que représente aujourd'hui votre activité sur le littoral, doit justifier la modification ou l'adaptation ou la tolérance vis-à-vis de certaines règles? Non. Comme on a expliqué tout à l'heure, nous, les exploitations de plage représentent à elles seules 1500 à 2000 emplois sur la saison, sans parler des retombées économiques pour les fournisseurs et les entreprises travaillant dans ce secteur. Elles payent des impôts, ont du personnel et participent à l'attractivité de l'île. Voilà, comme on disait tous les quatre, il faut qu'on trouve des solutions pour tout le monde. On ne doit laisser personne sur le bord du chemin. Il y a des familles corses qui travaillent chez elles et on doit continuer ainsi. Alors je vais être un peu dans la caricature, je vais pas pouvoir aller manger dans toutes les paillotes, mais on entend souvent dire le paillotiste qui va travailler 2 mois et puis qui va aller l'hiver dépenser son argent à Bali ou qui déclare pas ses employés. Il y a eu le cas, je le précise, une fermeture administrative en plein été justement sur la plage d'Aregne d'un établissement qui n'avait pas déclaré ses employés. Est-ce qu'on est dans la caricature où les retombées sont vraiment réelles et les choses dans la globalité sont faites dans les règles au niveau des déclarations des personnels? C'est des entreprises comme les autres, comme le disait M. Doriano. Je pense que quand on voit la nature des contrôles que l'on subit régulièrement, aujourd'hui, les entreprises du bord de mer sont largement plus dans les clous, peut-être, que d'autres secteurs.
Parce que si certains peuvent se permettre le laxisme, sur le bord de mer aujourd'hui, avec les contrôles que l'on subit, personne ne se permet le moindre laxisme, la moindre souplesse possible. Pour revenir à ce que vous disiez, moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit question de demander la non-application de lois ou des passe-droits pour les professionnels du littoral. Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, je pense que les professionnels du littoral sont demandeurs de clarifier un certain nombre de choses, de concertation, pour mettre en place des règles qu'ils respecteront, parce qu'aujourd'hui, ils veulent respecter et inscrire leur action dans la durée. Et pour l'instant, faire un moratoire, quand on sait qu'il faut un permis de construire, on le disait tout à l'heure, et une AOT, ça veut dire que pour l'instant, il faut quand même une forme de tolérance, si on veut les laisser exploiter encore le temps de se mettre aux normes. Mais là, on revient encore une fois, à des sujets particuliers. Je veux dire, ceux qui ont des kayaks sur la plage n'ont pas besoin de permis de construire. Ceux qui ont des parasols, ceux qui n'ont pas besoin de permis de construire. Maintenant, ceux qui ont un établissement en démontable sur la plage, s'ils doivent demander un permis de construire, devront le faire. Ceux qui sont sur des plages urbaines ou semi-urbaines, dans des situations particulières comme à Calvi ou à Île-Rousse, devront peut-être demander des... Aujourd'hui, il faut prendre de manière globale tous ces problèmes et définir des règles communes et en même temps adaptées à toutes les professions du littoral et à tous les domaines. Un dernier mot sur les retombées économiques avant de passer la parole à Jean-Charles Orsouch. Le reproche qui est fait aussi, c'est le personnel qui n'est pas d'ici, en termes de retombées, l'emploi des gens qui viennent faire la saison d'ailleurs. On ne trouve pas d'emploi, toujours ce problème de l'école hôtelière, ça fait 30 ans qu'on en parle. Alors nous, on va vous dire qu'on est tout à fait disposé à embaucher des gens d'ici. Hein. Et vous n'en trouvez pas? Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Le personnel qui n'est pas d'ici, souvent, c'est parce qu'on est obligé d'embaucher ce personnel. Nous, je vous dis, on est tout à fait favorable et on serait gagnant à embaucher du personnel d'ici. Parce que déjà, on ne serait pas obligé de le loger. Donc déjà, ça coûterait cher. On ne serait pas obligé de leur payer le voyage. Voilà. C'est le salaire qui repousse les Corses ou c'est le salaire qui est pratiqué, ce sont les conditions de travail qui posent problème? Qu'est-ce que c'est qui explique ça? Moi, je suis peut-être un cas particulier à plus d'un titre, mais j'ai une très grande partie de mon personnel qui est corse. Je dis corse, c'est des gens qui vivent en Corse à l'année et qui travaillent avec moi d'année en année régulièrement. Voilà. Après, la réalité d'un établissement n'est pas forcément celui d'un autre. Il est certain que je n'ai pas 100% de mon personnel qui est corse. Il est certain que la main-d'œuvre qualifiée est très difficile à trouver en Corse. Des chefs cuisiniers, des secondes cuisines. On a besoin parfois de qualifications qu'on ne trouve pas forcément à la NPE ou à Pôle emploi. Maintenant, je pense que cette espèce de caricature dans ce domaine aussi... Je pose volontiers la question exprès. Et aussi une manière de discréditer les professionnels sur le littoral. Parce qu'on a tendance à assimiler les professionnels du littoral à des gens qui viennent s'en mettre plein les poches, qui repartent l'hiver qui partent l'hiver à l'étranger. Sur le continent. Et qui gagnent beaucoup d'argent sur le domaine public en le volant quasiment aux autres. Alors que je vous garantis que des professionnels du tourisme que je connais, les gens ne partent pas en voyage tout l'hiver, ne partent pas dépenser leur argent ailleurs, sont des professionnels sérieux. Aujourd'hui, on a affaire à des gens sérieux qui sont corses, qui vivent en Corse, qui dépensent leur argent en Corse, qui font travailler tant qu'ils le peuvent de la main-d'œuvre locale. Et maintenant, il est certain que au pic de la saison touristique, lorsque le plein emploi existe quasiment en Corse, il y a certainement de nombreux saisonniers qui viennent travailler en Corse. Charles Orsouch. Non, moi je voudrais un peu rebondir sur deux choses qui viennent d'être dites. Non, il y aura peut-être des gens qu'on va laisser sur le bord de la route, parce que vous savez, quand on établit une règle, à un moment donné, il faut avoir le courage de l'appliquer, des fois de dire à certaines personnes, dans ces conditions-là, ton activité aujourd'hui n'est plus possible. Il y aura peut-être aussi des personnes qui mettent 200 matelas aujourd'hui sur une plage, à qui on va dire, écoute, à partir de 50 ou 80, c'est le maximum qu'on puisse te concéder, on ne pourra pas faire autrement. Et si vous voulez, là aussi, en termes urbanistiques, si on regarde bien, on a oublié d'évoquer un sujet où là, l'État était bon, par contre. L'ABF de Haute-Corse a établi un cahier des charges sur la qualité... L'architecte des bâtiments de France, pour ceux qui sont pas l'architecte des bâtiments de France qui a établi un cahier des charges applicable en Haute-Corse vraisemblablement sur la qualité architecturale. Parce que ça aussi, ça participe. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
je dirais pas exactement comme César Philippe qu'il faut qu'on s'adapte à la volonté de nos clients, parce que je crois que c'est plutôt à nous d'imposer un tourisme corse avec notre identité. C'est plutôt dans cet état d'esprit, je pense qu'il faut aller. Mais à partir de ce tourisme corse, de cette qualité architecturale, à partir de ce qu'on pourra y faire, on peut même peut-être envisager un développement de cette activité. Je le répète, si elle est respectueuse des grands principes, de libre accès, de la gratuité, etc. Mais avoir sur une commune comme la mienne, où on a 70 km de côte, aujourd'hui je dois avoir 3 établissements de bord de mer. C'est pas si demain on en a 4 ou 5 qui respecteraient ces grandes règles, qui remettra en cause des équilibres environnementaux, et je dirais au contraire. Vous avez même Caval, j'allais dire. Alors à Caval, petite boutade d'ailleurs, en travaillant mon dossier hier avec mes services, et je remercie la directrice de l'urbanisme et Patrick Tafat de m'avoir aidé à préparer ce sujet, on s'est rendu compte que l'île de Caval a été oubliée dans la cartographie du Paduc, ce qui est d'ailleurs très surprenant, elle n'a pas d'affectation. Même un peu inquiétant, j'allais dire. Non, moi je voudrais répondre à M. Orsucci pour les gens, pour ne pas laisser les gens au bord de la route. Pour ne pas laisser les gens au bord de la route, je ne parle pas d'infraction, moi. Moi, je dis pour ne laisser personne au bord de la route, c'est de trouver des solutions, par exemple, sur les plages naturelles. C'est pas moi qui le dis. C'est la préfète qui l'a dit dans son article la semaine dernière, en disant s'il faut déplacer des gens, on déplacera les gens. C'est bien ça. Donc je veux simplement dire cette chose-là. Alors, on verra, on disait tout à l'heure, on va arriver vers la conclusion de cette émission, il y a encore un terme qu'on va aborder, celui de l'accès aux plages, vous avez commencé à en parler. Alors, il y a une inflexion de la politique de l'État, on en parlait sur les démolitions d'établissements prestigieux qui ont commencé en janvier dernier, les pelleteuses sont entrées en action, vous le voyez, à Golfe-Juan, Juan-les-Pins, Villefranche, sur tout le littoral de la Côte d'Azur, qui exploitait depuis des dizaines d'années des établissements, quelquefois prestigieux. Il y a un revirement avec une application de la loi. On a vu encore dernièrement au tribunal de grande instance de Bastia des condamnations à démolir des paillotes. On sait qu'il y a cette polémique sur la Révélate. On verra si le préfet de Corse fera ou pas appliquer cette décision. C'est pas sur le DPM, c'est dans l'arrière, sur un terrain du conservatoire. Une priorité aussi, c'est de pouvoir accéder à ce DPM, c'est de pouvoir y aller gratuitement. On sait que c'est pas souvent le cas, puisqu'on arrive sur des terrains privés où il y a des parkings privés. Donc les gérants de ces restaurants expliquent qu'il faut aussi que leurs clients puissent y accéder. C'est sur leur terrain en plus, où on paye très cher quelquefois pour stationner. Comment faire quand on est maire? Est-ce qu'il faut préempter un chemin, faire un parking municipal? C'est prévu dans les textes. Mais écoute, en tout cas, je suis content de vous l'entendre dire, parce que c'est vrai que sinon on est encore sur la théorie. La théorie, ça voudrait dire que ces plages sont accessibles, etc. Or, on se rend compte, et Palombad, j'en ai l'exemple, mais je vais vous en donner d'autres exemples. Rondinard est un exemple aujourd'hui. Vers Piantarel, on a la même difficulté. Et on se rend compte là qu'en réalité, donc, c'est un accès théorique libre à la plage, que la réalité, et on peut pas reprocher à des gens qui sont propriétaires de terrain de faire payer sur leur terrain ou de ne pas accepter d'autres véhicules. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que la puissance publique, la collectivité de Corse, les mairies, et je vais vous donner quelqu'un qui joue un rôle important en Corse et à qui je demande de faire cet effort-là aujourd'hui, c'est le Conservatoire du littoral. Étant moi-même administrateur national, je sais combien j'évoque ce sujet, je dirais quasiment systématiquement. Aujourd'hui, je vous prends un exemple Rondinard, comme ça je parle pas d'autres maires et je parle pas d'autres communes, c'est encore plus facile pour moi. Je pense qu'il est du devoir du Conservatoire du littoral d'envisager de prévoir des parkings publics qui permettent l'accès à ces plages. Mais c'est dans la prérogative du maire. Pourquoi c'est trop sensible de dire je vais préempter Premièrement, oui, la langue de bois consisterait à vous dire, bien sûr, nous pouvons le faire, etc. Moi, je vais vous dire, Sébastien, dans une commune de 3000 habitants ou dans un village de 400 ou 500 habitants, oui, en Corse, il n'est pas facile d'exproprier quelqu'un de son terrain pour le donner à la collectivité publique. Oui, c'est pas facile pour un maire de le faire. Certains nous le reprocheront, certains diront qu'ils sont beaucoup plus capables que les autres de le faire, sauf que la réalité de la Corse, c'est aussi ça. Mais peut-être que voilà, ça veut dire aussi, encore une fois, une concertation entre différentes collectivités, les intercos, la collectivité de Corse et les communes, pour que cette action, si elle doit être menée, elle doit être menée de concert, et je dirais avec une seule parole. Alors les associations de défense se battent aussi pour cette servitude du littoral, le sentier du littoral. On connaît la polémique sur Mourte, le sentier prend le chemin de la montagne, c'est étonnant, il y a un recours pendant là-dessus. Lionel Mortine, il faut pouvoir avoir accès à ce... Pour le sentier douanier, c'est un peu comme ce qui a été évoqué. Il faut pouvoir accès au littoral, au parking. C'est le DPM, c'est à l'État de le délimiter. En délimitant le DPM, il délimite le sentier douanier dans de nombreux lieux. Ce n'est toujours pas fait. Après, l'accès, évidemment, c'est un combat continu des nationalistes, donc l'accès doit être libre et gratuit à la mer. Mais dans les faits, comme on fait le maire, l'interco, le conservatoire qui préempte et fait des parkings publics non, le plus logiquement, et je l'ai fait sur ma commune, c'est à la commune de le faire. Après, évidemment,
il faut prendre ses responsabilités à un moment donné et avancer. On ne peut pas laisser les plages et le littoral sans accès. Ça ne paraît pas aujourd'hui quelque chose de possible. S'il faut exproprier dans le cadre de l'intérêt public, il faut le faire et il ne faut pas se gêner pour le faire. Maintenant, il faut toujours discuter, évidemment. Il faut apaiser, il faut faire les choses tranquillement avec les propriétaires. Mais les choses, elles peuvent se faire, on peut avancer. Les discussions avec le conservatoire du littoral, évidemment, doivent se faire aussi. Mais ça ne peut pas se faire sans la force publique, sans les élus locaux qui ont aujourd'hui cette possibilité, ces prérogatives. Alors c'est un gros problème, notamment à Porto-Vecchio. On sait que on peut payer jusqu'à 15 ou 20 euros, déductibles souvent du restaurant, de la facture, mais ça veut dire qu'il faut quand même manger au restaurant. Bon, quand on entend votre point de vue aussi, on comprend que c'est un parking qui est sur votre terrain privé. Donc comment on en sort de ça? Bon, moi je suis pas concerné. Je parle de vous, quand je dis vous, je dis le collectif. De manière globale, c'est vrai que la plupart de nombreux établissements ont des parkings privés autour de leur établissement et privilégient leur clientèle. Bon, ça fait partie. Il y a deux sujets dans le sujet. Il y a le parking et l'accès à la mer. Que les propriétaires de terrains privés fassent payer et organisent des parkings payants, ça paraît être leur droit. Et on voit des fois fleurir des panneaux plages privées de plus en plus. On l'a vu cet été aussi. Sur ce point-là, c'est pour vous aussi, pour l'UMI, il faut préserver l'accès de manière. J'ai vu aussi la réponse sur la plage privée. J'ai vu. C'est la dénomination des transats, des espaces avec des transats. Et naïvement, certains propriétaires d'établissements écrivent plage privée, non pas parce que la plage est privée, mais parce qu'ils ont une partie de la plage qu'ils exploitent avec des transats et qu'ils nomment plage privée. Donc moi j'aimerais aussi qu'on torde un peu le cou. Mauvaise dénomination quand même, on va s'accorder. Mauvaise dénomination. Donc à abandonner. À abandonner, il faut trouver un autre. Je suis entièrement d'accord. Plage concédée. Je suis entièrement d'accord. Pour revenir au problème des parkings, moi je voudrais relever quand même que je pense que de partout, l'accès est laissé au public, y compris aux gens qui ne sont pas clients. Maintenant, dans les établissements, on laisse passer les gens. Tout à fait. Moi, ce que je relève par contre, qui pose un gros problème, c'est qu'il manque d'accès public. Parce qu'on n'est pas obligé, et je comprends que les gens soient gênés d'être obligés de passer sur la propriété d'un restaurateur pour aller à la plage. Maintenant, ce n'est pas la faute du restaurateur et du propriétaire, c'est la faute de la commune qui n'a pas créé d'accès public sur le littoral. Ah oui, quand je parlais d'accès gratuit, libre et gratuit, c'est évidemment un piéton, puisque les privés peuvent faire leur parking payant, de même que les collectivités. Alors sur ma commune, c'est gratuit, mais les collectivités aujourd'hui qui ont de moins en moins de recettes peuvent tout à fait aujourd'hui faire payer ces parkings, puisque les plages coûtent quand même de l'argent en termes notamment d'entretien, de secours, avec les services du SDIS. Donc la possibilité doit être quand même laissée aux communes et aux privés de faire payer ou non, selon leur volonté. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Avant de vous remercier pour votre participation, le mot de la fin rapidement sur la thématique générale. Vous pensez qu'on va aller dans le bon sens rapidement Écoutez, en tant qu'élu responsable, maire, élu à la collectivité de Corse, évidemment, je dis qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à régler avant 2019, avant la saison 2019, la question des règles, des textes applicables. Donc il faut absolument, à mon avis, il n'y en a pas d'autre solution que d'aller vers un moratoire et ensemble, collectivité de Corse, collectivité locale, les mairies à mon avis, qu'il faut associer dans les difficultés qu'elles rencontrent et l'État, il faut trouver ensemble une solution apaisée pour que nous puissions aller avec une définition très claire, un programme très clair, non pas renvoyé au calendrier grec, c'est pas ce que je dis, mais un échéancier qui soit clair et respecté par tous sur un cahier des charges qui sera adoubé par tout le monde. Donc une soupape, un échéancier, ça vous va, messieurs, monsieur Doriano? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, tout à fait d'accord. On a oublié de parler de quelque chose, c'est du démontage. Les gens qui vont démonter, il y a quand même un coût. Ça coûte entre 25 et 30 000 euros. Il faut les transporter et ensuite il faut les stocker. Il faut un garage. Donc là aussi, il faudra justement se mettre autour de la table pour savoir comment on fait. Si c'est pour démonter une paillote et pour mettre le matériel un peu plus loin, il vaut mieux la laisser debout. Donc c'est un vrai sujet dans lequel il faut qu'on parle tous ensemble. Michel Girac, rapidement.
Tout à fait. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut avancer. Je pense aujourd'hui qu'il faut vraiment arriver à la concertation, à mettre autour d'une table tous ceux qui ont à parler de ce sujet, les élus, les professionnels, les associations de défense de l'environnement, l'État, et trouver des solutions pour l'avenir. L'application soudaine de la loi littorale par l'État nous oblige aujourd'hui à être extrêmement réactifs. Ce n'est pas qu'un problème de l'État. La majorité territoriale est là évidemment pour accompagner l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi l'ensemble des Corses qui tiennent à leur littoral, qui veulent accéder librement et garder leur environnement intact. Et puis on a parlé aussi des possibilités de créer une filière bois derrière pour faire ces paillotes, traiter et créer une économie. On verra tout ça, si tout cela avance. Messieurs, merci d'avoir suivi et d'avoir accepté de participer ici à Cargès. Merci à ceux qui nous ont accueillis. A ringraziadino a tutte le squadre tecniche di France 3 Corsica via Stella e a voi che ci avete seguito. Buonasera a tutti. Nanta via Stella.